Bonsoir, merci à tous d'être là à un événement Chiasma depuis longtemps, qu'on n'a pas fait depuis presque un an maintenant, depuis les élections présidentielles. Donc c'est cool de voir des têtes qu'on connaît déjà, de nouvelles têtes. Et on voudrait remercier The Bureau de nous accueillir et de Boson Project qui nous a aidé à organiser l'événement. Avant de commencer, je vais laisser la parole un peu à Tamline et Emmanuel pour introduire un peu de Boson Project. Et après, on commencera, il y aura une petite conférence liée au raisonnement critique et après on fera le débat. Pour le débat, s'il y a certaines personnes, si vous pouvez commencer à réfléchir, on a besoin de 6 personnes du public pour être les débatteurs. Donc s'il y a des volontaires, si vous voulez commencer à penser au sujet ou si il y a des bénévoles, ce serait super. Parce que souvent on arrive à la fin de la conf, et il y a un silence de mort. Donc si vous pouvez dès maintenant vous préparer psychologiquement pour participer, ce serait super. Donc il y a nos amis Boson qui vont juste s'introduire et après on commencera la conf. Bonsoir à tous. Quelques mots sur The Boson Project, puisqu'effectivement, derrière cet événement, il y a Chiasma, mais il y a également The Boson Project et The Bureau. The Bureau, c'est un espace de coworking plutôt premium, on va dire, assez joli. Enfin, là, vous êtes dans la cantine. Malheureusement, les fondateurs ne sont pas présents ce soir. The Boson Project, c'est une entreprise, c'est une aventure entrepreneuriale qui travaille à la transformation des organisations. Donc, on est une petite vingtaine. Dans l'équipe, principalement, soit des gens férus d'humanité, soit au sens discipline du terme, soit des praticiens des humanités, donc sociologues, psychologues, anthropologues, designers, littéraires. Et on travaille aujourd'hui sur 2 axes, essayer de transformer l'entreprise d'aujourd'hui. Donc on travaille à la transformation de grands comptes comme Air France, RTE, la Marine nationale, la Société Générale, enfin bref, des entreprises qui culturellement et organisationnellement sont très différentes les unes des autres, à l'intérieur desquelles on essaye d'embarquer le capital humain pour le rendre acteur de la transformation de son quotidien, de sa réalité. Et de l'autre côté, on essaie de dessiner les contours de l'entreprise de demain. Donc on est également un centre de recherche et on publie pas mal de contenus sous forme d'études, d'ouvrages, d'événements, de vinyles. Marianne va vous en parler d'ailleurs. Pour essayer de tirer toutes les ficelles de ce qu'on observe en entreprise, à quoi ressemble le leader de demain, le manager de demain, le DRH de demain, à quoi ressemblent les modèles organisationnels qui permettent de capitaliser sur de l'engagement à tous les étages dans des contextes de forte croissance. Enfin bref, il y a plein de sujets qu'on investigue. Et la raison pour laquelle on a co-organisé, ou on a été en support, en soutien actif pour Chiasma, c'est qu'on s'est rendu compte dans ces contextes de transformation qu'il fallait éveiller les corps et les esprits à ce qui se passait en dehors de l'entreprise. Et pour ce faire, on fait souvent rentrer dans l'entreprise des gens, des disciplines, des expériences, des parcours de vie, des témoignages qui n'ont rien à voir avec la choucroute, mais qui permettent aux managers, aux collaborateurs, aux cadres dirigeants, aux PDG avec lesquels on bosse, de s'éveiller à un certain nombre de sujets. Donc on essaye de faire se croiser des mondes qui ne devraient pas se croiser. Et en l'occurrence, on commence un cycle d'événements avec The Bureau, où on va essayer de faire en sorte que des gens qui ne se ressemblent pas et viennent de planètes complètement différentes donnent à voir un certain nombre de sujets. Alors en l'occurrence, ce soir, des sujets plutôt politiques, mais ça rejoint des thématiques de gouvernance sur lesquelles on travaille. Et on trouve que ça fait sens que ça ait lieu ici, au sein de The Bureau, où des corporates croisent des entrepreneurs qui croisent des chercheurs, pour que tout ce petit monde-là se mélange, puisqu'on est persuadé que c'est bien la cross-fertilisation des parcours, des compétences, des regards et des disciplines qui vont réussir à façonner des sociétés un peu différentes demain. Donc on a vraiment ça en commun avec Chiasma. Alors vous allez nous dire, qu'est-ce que font ces 3 entités, ces 3 entreprises, ces 3 planètes un peu différentes réunies. Donc on voulait vous partager 2 événements qui ont lieu dernièrement. Un événement déjà avec The Bureau qui nous a réunis, du coup, The Boson Project. On a un ami en commun qui est le DJ Agoria. Agoria, en fait, a lancé une nouvelle, on va dire, un nouveau label. Un label qui s'appelle les Sapiens Talk, et dans ces Sapiens Talk, en fait, il ne fait pas de la musique, mais en fait, il enregistre des personnalités de la société civile pour donner à voir leurs propos au plus grand nombre. C'est Emmanuel qui a été la première, on va dire, intervenante, qui a réalisé le premier vinyle et qui a fait du coup des titres qui sont en fait des mini-discours.
Et en fait, à l'occasion du lancement du second vinyle, qui a été réalisé cette fois-ci par un artiste, peut-être un musicien que vous connaissez, qui s'appelle Jacques. Le lancement a eu lieu ici à The Bureau, réuni par un ami commun, et du coup il y a eu la passation entre Emmanuel et Jacques qui a eu lieu sur ce même canapé. Donc c'est comme ça qu'on a été réunis la première fois avec The Bureau, et du coup comment on a été réunis la première fois avec Kiasma, on était à un événement énorme qui regroupe 6000 dirigeants d'entreprise à Lyon. Ça avait lieu tout début de l'année en janvier, et on a organisé une super table ronde où Emmanuel intervenait. Il y avait également Cynthia Fleury qui est chercheur philosophe. Il y avait Marc-Antoine de Saint-Germain qui est juste le commandement du porte-avions Charles de Gaulle, et il y avait Albert qui était également dans cette table ronde, qui a été une table ronde complètement fantastique sur la fin du paternalisme et peut-être le début des entreprises maternantes, superbe sujet. Et tous ces mondes en fait se sont magnifiquement bien croisés. On a eu envie de les réunir, et d'où la rencontre en tout cas de ces trois planètes ce soir. On vous souhaite du coup une très bonne soirée. On vous donne, en tout cas, on espère, rendez-vous pour les prochains événements qui auront lieu ici. Merci à tous, et très belle conférence et débat. Merci. Merci encore pour l'aide et l'organisation. Donc je vais parler un peu de Kiasma pour ceux qui ne connaissent pas, et après on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Donc Kiasma, pour nos nouveaux amis ou les personnes qui sont à notre premier événement, c'est une structure qu'on a fondée avec Mariam, Camille, Samy qui n'est pas là parce qu'il soutient sa thèse dans 2 semaines, donc qui rend sa thèse dans quelques jours. Donc il n'a pas pu être là, et Damiano, notre recrue. On a aussi Coralie qui n'est pas ici et qui a pour des raisons personnelles. Je voudrais utiliser cette opportunité pour dire félicitations à Camille qui a soutenu sa thèse il y a quelques semaines. Et donc, merci à Camille. Écoute, c'est cool. Donc à la base, Kiasma, on l'a fondé parce qu'on se disputait souvent au labo sur plein de sujets. Et on s'est dit pourquoi on ne peut pas se disputer avec des gens ouverts au public. On aime bien débattre. On s'est dit pourquoi pas débattre en groupe au lieu de débattre tout seul. Et donc depuis, on a fait pas mal de choses. Vous pouvez aller sur notre site kiasma.co pour suivre nos nouvelles. On a aussi un blog Medium où on publie nos articles, du contenu original, donc des choses que nous on produit. Et vous pouvez sûrement aller sur notre page Facebook aussi pour suivre nos activités. Souvent, pour les personnes qui ont déjà été à certains de nos événements, souvent on commence par une petite conférence liée au raisonnement critique. Donc à Kiasma, nous, ce qui nous intéresse, c'est comment est-ce que le cerveau réorganise la réalité pour nous convaincre qu'on a raison. C'est-à-dire on ne voit pas le monde tel qu'il est vraiment, on réorganise le monde, et comment est-ce qu'on forme des opinions, et surtout pourquoi est-ce qu'on ne change pas d'avis. Ça s'appelle la flexibilité mentale. On pense que dans le monde aujourd'hui, quand on a une certaine opinion, on a du mal à la changer, surtout même s'il y a des preuves qui viennent et qui vont dans son sens contraire. En gros, on va rejeter des preuves, on voit ça aujourd'hui, surtout avec les fake news par exemple. Et ce qui nous intéresse à Kiasma, c'est de comprendre pourquoi est-ce que c'est comme ça, comment est-ce qu'on peut améliorer la qualité de nos opinions, comment est-ce qu'on peut changer d'avis quand notre opinion est de mauvaise qualité. Et on fait ça à travers plusieurs choses. On organise des interventions donc, en entreprise, on fait des ateliers, on travaille aussi avec par exemple le CRI pour faire des MOOC pour les profs sur comment enseigner le raisonnement critique à l'école ou la méthode scientifique. Mariam travaille dans un département du gouvernement sur la modernisation de l'action publique dans le bureau du Premier ministre basé sur la preuve. Et moi-même, je suis aussi psychologue clinicien. Donc j'essaie aussi d'apporter ce raisonnement critique dans les thérapies, ou bien en tant que prof, bonjour les étudiants, en tant que prof à Paris 8 pour les cours de master de psychoclinique. Donc on a une approche un peu... on essaye de prendre la société par tous les bouts, d'aller où on nous demande, parce que le but n'est pas juste de prêcher à des convertis. Et donc j'espère que ce qu'on va faire aujourd'hui va être intéressant pour vous. D'habitude, donc je vous disais, on fait une petite conf où on introduit certains biais. Donc je vous expliquais c'est quoi les biais. Donc notre cerveau fonctionne de manière heuristique. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi, si vous avez déjà vu, je ne sais pas, le TED que j'ai fait ou bien les vidéos qu'on a postées en ligne, vous connaissez. Donc les heuristiques, c'est une solution approximative à un problème. En gros, on peut résoudre un problème de 2 façons, ou bien de façon rapide, donc heuristique, donc approximative. Si par exemple, je prends ma bague et je la jette, et quand je l'attrape, je viens de faire une opération heuristique. Je n'ai pas calculé l'angle d'attaque, l'angle d'approche de ma main. Mon cerveau a déjà jeté ma bague plein de fois, et il a appris
comment de façon approximative il doit agir pour pouvoir attraper ma bague. On fait la même chose en fait aussi pour nos pensées. On résout plein de problèmes de façon approximative, c'est juste que des fois, on fait des erreurs. Et quand on fait des erreurs dans nos approximations, ou bien des dérives dans nos approximations, on appelle ça des biais cognitifs, et il y en a un paquet. Et donc souvent, quand on fait ces présentations, on explique, on prend quelques biais, et on les explique. Et au bout d'un moment, ça devient un peu répétitif. Donc on s'est dit qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas quelque chose un peu plus avancé au lieu de faire ce qu'on fait d'habitude, et vu que je vois beaucoup de têtes que j'ai déjà vues, vous n'avez pas envie d'entendre tout le temps la même chose quand vous venez à la présentation, que ce soit, on parle tout le temps des heuristiques, des biais, etc. On s'est dit qu'aujourd'hui, on va essayer de prendre une opinion, voir comment est-ce qu'elle pourrait être construite, donc suivre un personnage imaginaire dans la construction d'une opinion, et après évaluer la qualité de cette opinion. Donc, je vais vous proposer de suivre une personne qui va développer l'opinion qu'il va développer. C'est Facebook nous écoute sur nos téléphones et nos ordis. Et on va voir comment quelqu'un qui n'a jamais eu cette idée avant peut développer cette opinion. Et après, on va voir quels sont les différents éléments qui peuvent étayer cette opinion. Déjà, avant de commencer, qui pense que genre Facebook, Google Home, Alexa, les différents réseaux sociaux et objets connectés nous épient à notre insu? Est-ce qu'il y a des personnes qui pensent? Ok, donc il y a pas mal de monde qui pense qu'on est épié. Et quand je dis épié, c'est vraiment qui active notre micro pour nous enregistrer. Et donc, on va essayer de voir comment est-ce que vous êtes arrivé à cette opinion-là. Et donc, on va suivre Marc, qui a 32 ans et qui est architecte. Et Marc, avant donc, le début de notre histoire, il n'a jamais eu l'idée de penser au fait que son micro dans son téléphone peut être activé à distance par Facebook et que Facebook l'enregistre. Et après, il va utiliser ces enregistrements contre lui. Et donc, on va essayer de suivre Marc et voir comment est-ce que Marc peut développer cette croyance. Et après, on va voir comment est-ce qu'on peut la déconstruire. Donc, Marc a une soirée chez un pote. Il va sur son ordi pour utiliser son ordi. Il voit que la caméra est cachée avec une sorte de sparadrap et que le micro est caché avec une sorte de sparadrap. Et il demande à ses potes, mais pourquoi est-ce que ton micro est caché? Et son ami lui dit, bah tu sais pas, Facebook nous enregistre. Facebook nous met sur écoute, les objets connectés nous mettent sous écoute, et donc Marc s'est dit, bah, peut-être que c'est vrai si mes amis le disent. Ils en parlent à la soirée, tout le monde semble être d'accord qu'il est enregistré, donc Marc, quand il rentre chez lui, Marc est un raisonneur critique, il ne croit pas les choses facilement, il va aller taper sur Google, est-ce que Facebook nous enregistre? Est-ce que Facebook nous met sur écoute? Et là, il tombe sur plusieurs liens. L'appli Facebook écoute nos conversations à notre insu. Silence, Zuckerberg vous écoute par le micro de votre portable. Facebook jure ne pas écouter les conversations, mais qui va croire Facebook? C'est des menteurs, évidemment, ils vont dire ça. Facebook nous écoute, dénonce une journaliste, donc c'est quand même quelque chose qui semble être assez vrai. Mais encore une fois, à partir d'un seul événement, Marc ne va pas croire juste parce que c'est écrit sur Internet. Personne ne croit les trucs parce qu'ils sont écrits sur Internet, évidemment. Et donc Marc garde cette idée un peu dans l'arrière de sa tête. Il ne va pas soudainement éteindre son téléphone portable et commencer à utiliser des pigeons voyageurs. C'est juste quelque chose qui commence à germer dans sa tête. Quelques semaines plus tard, ou quelques jours plus tard, Marc a une soirée, il voit une amie à lui qui porte un sweat hyper charmé, genre un sweat trop stylé, avec Napoléon sur une sorte de licorne. Genre le truc trop cool, il demande à son ami mais où est-ce que tu as ramené ton sweat? Et son ami lui dit que c'est une marque de vêtements qui s'appelle Monsieur Gugu et Miss Go. Et donc il se dit ok, c'est cool, ça n'enregistre pas plus que ça. Il commande un Uber pour rentrer chez lui, c'est pas bien les Uber, mais il commande un Uber pour rentrer chez lui. Et là, en scrollant sur son flux Facebook, Marc tombe sur une pub de Monsieur Gugu et Miss Go. Et là, Marc commence à se dire c'est chelou ce truc. J'en ai parlé à la soirée, j'ai demandé d'où vient ton sweat, et là, soudainement, la pub apparaît. Mais bon, là aussi, c'est pas assez pour changer son opinion. Quelques jours passent, et Marc se pose une question existentielle. Je pense qu'on s'est tous posé cette question existentielle. C'est peut-être la question qui me travaille le plus dans ma vie, c'est qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? C'est peut-être la question la plus difficile auquel je suis confronté de façon régulière. Et donc Marc va sur Google et tape genre est-ce qu'il y a une façon de plus manger? Et là il tombe sur ces nouveaux mix de protéines, des genres de repas complets où vous mélangez un truc, vous avez une sorte de pâte, une poudre qui a soi-disant tous les éléments nutritifs. Il se dit tiens c'est super ça. Il va sur Facebook pour voir ses nouvelles et là boum, pub. Bulk Powders vous propose une alternative saine et healthy aux protéines animales, mais sans concession, avec 21 grammes de protéines par portion. On dit go vegan.
Et là, Marc commence à flipper un peu. Il se dit genre, bon, au début c'était ça, après maintenant c'est la pub, maintenant genre je cherche un truc sur Google et tout d'un coup ça apparaît sur Facebook, qu'est-ce qui se passe? Donc il va commencer à en parler à des potes, il voit des amis, il leur dit voilà machin, et une de ses amies lui dit mais je te jure, moi ça m'est arrivé aussi, je parlais avec une amie et personne n'a rien tapé et on l'a eu sur Facebook et il cherche sur YouTube, il trouve une vidéo, c'est une vidéo véridique, vous pouvez aller la chercher, de quelqu'un qui a posté, genre il prend son téléphone, il parle dans son téléphone, tac 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 tac, et après il attend quelques heures, il scrolle sur Facebook, il trouve la pub de laquelle qu'il venait de mentionner. Et là Marc commence vraiment à se dire ça doit être vrai, genre je suis vraiment mis sous écoute, et la goutte qui fait déborder le vase, Marc est au boulot. Il est en train de discuter avec ses potes et tout le monde lui parle d'une nouvelle série sur Netflix qui s'appelle Black Mirror. Ils lui disent Marc, tu sais ton truc de Facebook, en fait Black Mirror, ils en parlent. Et ils sont tous en train de parler de Black Mirror. La pause déjeuner se termine, il rentre sur son bureau, il est en train de checker son social media. Et là, boum, Black Mirror, c'est même plus des pubs, des pages qu'il suit, est en train de parler de Black Mirror. Et ça, c'est vrai, j'ai pris cette capture d'écran il y a une demi-heure quand j'ai fini de préparer la présentation. Vous voyez, le 5 mars, le 6 mars et aujourd'hui, genre il y avait pas mal de posts sur Black Mirror. Et là, Marc est vraiment, vraiment convaincu. Black Mirror, j'ai jamais tapé sur un moteur de recherche, j'en ai jamais entendu parler, j'en parle à la pause déjeuner et ça tombe devant moi sur mon flux Facebook. À partir de ce moment, ça fait plusieurs semaines qui sont passées à partir de l'idée initiale et Marc est convaincu, Facebook est sûrement en train de m'écouter. Est-ce que cette histoire vous paraît crédible? Est-ce que quelqu'un a déjà vécu des choses similaires, flippantes, où vous parlez d'un truc et ça apparaît sur votre téléphone? Ça vous parle? Ouais. On a des témoignages personnels. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va revoir cette même histoire, mais sous l'angle des biais et des raisonnements critiques. On va essayer de voir s'il n'y a pas des choses qui sont en train de jouer des tours à Marc, qui lui font enliser vers une croyance qui est peut-être pas tout à fait vraie. Donc on va reprendre la même histoire et voir ce qu'on peut déduire de ce récit-là. Donc si on reprend cette histoire, donc Marc, ce qu'il faut savoir, c'est que Marc, c'est vraiment une personne lambda. Parce qu'en raisonnement critique, il y a deux façons de réfléchir. Il y a ce qu'on appelle le raisonnement motivé. Donc quand j'ai une motivation de réfléchir d'une certaine manière, par exemple, si moi je suis engagé dans des causes, je sais pas, écologistes, je vais réfléchir d'une manière beaucoup plus engagée et être moins flexible mentalement sur des choses qui me tiennent à cœur, ou je peux être un penseur non motivé, où je suis un penseur lambda sur un sujet que je ne connais pas. Et donc c'est important d'expliquer que Marc commence comme une personne lambda. Elle n'est pas encore devenue un raisonneur motivé. Peut-être vers la fin qu'elle l'est, mais au début elle l'est pas, et c'est important à dire. Et donc la première chose qui se passe, c'est que quelqu'un parle à Marc de cette histoire, et quand quelqu'un vous parle d'un truc, ça crée ce qu'on appelle en sciences cognitives une amorce. En anglais on dit une prime. Donc vous êtes amorcé à commencer à croire quelque chose. Qui lui dit, Facebook te met sur écoute. Et en plus, il y a l'effet de groupe, quand il en parle à la soirée, tout le monde semble y croire. Ça aussi, ça nous pousse à croire à cette opinion. Et ce qu'il faut savoir sur nos opinions, c'est quand on forme une opinion et on prend un parti, en général, on n'aime pas vraiment changer d'avis. On ne sait pas encore vraiment pourquoi. Il y a des personnes qui disent que c'est des théories sur la dépense énergétique du cerveau. C'est très difficile à mesurer. Et c'est important de dire qu'on ne sait pas encore pour qu'on puisse continuer à chercher. Mais on sait que, apparemment, si vous avez une certaine opinion, vous avez du mal à vous en désolidariser. Et c'est encore plus fort s'il y a un effet de groupe. Et en plus, Marc, il va aller taper sur Google, Facebook, nous met sous écoute. Il y a ce qu'on appelle l'erreur de l'argument par autorité. C'est-à-dire il y a des journalistes qui le disent, des sites web, Les Numériques, Numérama, Coréus, etc. Et donc Marc commence à être convaincu que ça doit probablement être vrai. Donc ça, c'est les trois premiers biais qui sont en train de rentrer en jeu. Au début, une amorce, suivie par un effet de groupe, et finalement un argument d'autorité qui commence à consolider cette opinion à la base à laquelle Marc n'était pas spécialement attaché. Deuxième exemple, c'est l'exemple de la pub. Donc Marc parle de ce souhait, et après il voit la pub. Ce qui se passe probablement ici, et encore une fois c'est des probabilités, hein, et je vais toucher à ce point de probabilité vers la fin. Mais ce qui se passe probablement ici, c'est ce qu'on appelle un effet Baader-Meinhof ou l'illusion de fréquence. C'est-à-dire, je vais vous expliquer cet effet parce que c'est très simple, même si le mot est un peu complexe. L'effet Baader-Meinhof, c'est cette pub a probablement toujours été dans le flux de Marc.
C'était juste pas important pour lui, donc il ne le voyait pas. On a tous probablement vécu des Baader-Meinhof. Par exemple, quelqu'un vous parle d'un auteur et vous commencez à voir ses livres partout à la FNAC. Ces livres ont toujours été à la FNAC. C'est juste que cet auteur, vous ne le connaissez pas encore. Et donc, c'était pas, on appelle ça la salience. Cet élément n'était pas encore saliant, c'était pas encore quelque chose d'assez important pour vous, pour le noter ou pour qu'il soit important dans votre vécu. Et donc, une fois que la personne lui parle de la marque Miss Gugu et Mr. Go, au passage, je vous la déconseille. Les délais de livraison sont déjà 1 an. Donc, c'est quelque chose qui a toujours été présent, mais qui n'était pas important pour Marc, et soudainement important. Et je vous garantis qu'en sortant d'ici, certains d'entre vous, sur vos flux Facebook, vous allez tomber sur des pubs de Mr. Gugu et Miss Go, ou bien de Eve, les matelas Eve, parce que moi je tombe tout le temps sur les pubs des matelas Eve, pour une raison ou pour une autre, et vous n'êtes pas enregistré. C'est juste que ces pubs ont toujours été dans votre flux, mais c'est juste que c'était pas salient, et maintenant vous allez vivre un effet Baader-Meinhof. Et encore une fois, c'est quelque chose qu'on vit souvent pour les films, pour les bouquins, pour des auteurs, pour des choses, pour des musiques, pour des artistes. Ah oui, mais je commence à connaître un artiste, et je commence à l'entendre partout sur la radio. C'est pas que soudainement, quand vous l'avez découvert, il a commencé à être mis sur la radio, c'est juste que c'était pas important pour vous. Et le deuxième effet, c'est le biais de confirmation, c'est-à-dire quand vous êtes en train de naviguer sur votre flux Facebook, il y a plein de pubs auxquelles vous faites pas attention. Et donc vous voyez une quantité énorme de pubs par jour sur le web, sur vos flux Facebook, sur les différentes pages que vous allez visiter. Et vous allez juste vous focaliser sur celles qui sont pertinentes pour vous. Donc c'est une continuation un peu de l'illusion de fréquence. Donc la journée continue, et là on tombe sur la question existentielle de la bouffe. Donc Marc va aller sur Google et taper quelle alternative y a-t-il à manger, en gros. Et ce qui se passe ici, c'est une illusion de connaissance. C'est que, vu que Marc n'est pas spécialement expert sur comment fonctionnent les pubs sur Internet, il ne sait pas que les pubs fonctionnent de cette manière. Si vous tapez quelque chose sur un site, les pubs vont apparaître sur d'autres sites. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, il tombe dans ce qu'on appelle une illusion de connaissance, ou l'effet Dunning-Kruger, et en plus des facteurs confondants. Donc, Marc va attribuer au micro un effet qui est dû au fait que lui, il a tapé sur Google. Les facteurs confondants, on tombe souvent dans ce piège quand on ne maîtrise pas un certain sujet. Par exemple, on peut dire la vidéo, le monsieur de la vidéo, c'est probablement un facteur confondant. C'est une vidéo que vous pouvez voir, vraiment, le mec parle dans son micro et après il tombe sur la pub. Souvent, par exemple, sur Facebook, il y a des pages qui vous demandent est-ce que vous voulez savoir à quoi vous ressembliez si vous étiez du sexe opposé? Est-ce que vous voulez savoir à quoi vous ressemblez si vous êtes vieux? Est-ce que vous voulez savoir quel héros d'une série vous êtes et vous faites des tests de personnalité? Et souvent, ces applis vous demandent des permissions à votre Facebook. Et si vous donnez une permission à cette appli, on appelle ça des third parties, des applis de tierces personnes, des fois, vous allez autoriser l'utilisation de votre caméra. Des fois, vous allez autoriser l'utilisation de votre micro. Et ça, c'est pas la faute à Facebook, c'est la faute aux applis extérieures à Facebook. Et vous êtes en train de leur laisser. Donc, c'est un facteur confondant. Vous allez attribuer à Facebook un problème qui est dû à quelqu'un d'autre. Et donc, vous allez tomber dans cette illusion de connaissance parce que vous ne savez pas comment ça marche, alors que c'est supposé marcher de cette manière-là. Un autre exemple d'illusion de connaissance, souvent les gens disent « Ah, mais dans les vaccins, il y a du mercure, et le mercure, c'est cancérigène, donc vous êtes en train de donner le cancer à travers le mercure, alors que le mercure dans les vaccins, c'est un adjuvant, ça n'a pas d'impact sur le corps. Et donc là aussi, si on ne comprend pas comment ça marche, on va tomber dans cette illusion de connaissance. Après, la copine de Marc qui lui dit que ça lui arrive aussi à elle, c'est ce qu'on appelle une preuve anecdotique. On connaît tous un monsieur qui a fumé pendant toute sa vie et qui a vécu jusqu'à 100 ans. Et qui vous dit « Ah, moi j'ai vécu jusqu'à 100 ans en fumant, c'est de la merde le truc que fumer ça cause le cancer. » On appelle ça une preuve anecdotique. C'est une personne. On ne peut pas vraiment construire un argument basé sur une personne. Oui, moi on me dit qu'il y a le réchauffement climatique, mais il n'a jamais fait aussi froid. C'est des preuves anecdotiques. Il faut regarder un effet de groupe. Et donc une personne avec qui il se passe quelque chose, il peut y avoir 1000 explications sur ce qui est en train de se passer là, avant de dire que c'est cette hypothèse-là. Il faut qu'on s'assure de voir un effet statistique plus important qu'une personne, que ce soit pour la cigarette, pour le réchauffement climatique ou pour autre chose. Et le dernier point, donc la goutte qui fait déborder le vase, comme on a dit, Black Mirror, Marc n'en parle pas, Marc n'a jamais vu cette pub, n'a jamais tapé sur Facebook qu'est-ce qui se passe. Et là, c'est un biais qui est très pervers quelque part. On appelle ça le biais de la perception de la fausse unicité. C'est que chacun de nous pense qu'il est unique. Mais en fait, on ne l'est pas vraiment.
Et donc, Google et Facebook, ils font un truc, c'est que si vous êtes d'un certain groupe d'âge, donc par exemple, moi j'ai 35 ans, disons que les groupes entre 25 et 40 ans qui habitent à Paris ont ces centres d'intérêt, surtout s'ils vont dans ces quartiers, Facebook va vous montrer des choses qui sont pertinentes à votre groupe. Donc si tous les gens de votre groupe sont en train de parler de Black Mirror, Facebook va vous montrer Black Mirror parce qu'ils se disent que probablement vous êtes en train de parler de Black Mirror. Et donc, ça c'est le biais de la fausse unicité, quand on pense que ce à quoi on réfléchit, les questionnements qu'on se pose sont uniques, alors qu'elles sont communes à un grand nombre de personnes. Et les négligences du taux de base, c'est qu'il faut se demander combien de personnes sont en train de parler d'un truc. Quel est le taux de base de cette chose-là? Et par exemple, pour Netflix, sur les quelques mois qui sont passés, le taux de base était bien au-delà de 50%. Qui ici a entendu parler de Netflix de Black Mirror? Voilà. Donc là, il y a 90%, peut-être comme ça à la louche, je fais une heuristique, il y a 90% des gens dans la salle qui lèvent la main. Donc pour Facebook, ça c'est une mine d'or. Il va montrer Black Mirror à tous les gens qui appartiennent à votre groupe d'âge ou aux personnes parce qu'on est géolocalisé, on a etc., etc. Et donc c'est comme ça que Mark va tomber dans cette croyance qui est relativement fausse, parce que je suis allé demander à des gens qui sont experts en ce truc, et je vais vous expliquer pourquoi c'est probablement faux, que Facebook nous met sur écoute. Est-ce que c'est clair jusqu'ici avant que je continue sur des choses un peu plus théoriques? Est-ce que quelqu'un a des questions, des choses qui ne sont pas claires sur les différents biais? Super. Et donc, quand on fait une opinion, souvent quand on fait des conférences à Chiasma, et on parlait des biais, et vous allez voir pendant les débats, vous allez avoir pour mission de détecter les erreurs de logique chez les personnes qui font le débat. On va vous donner des guides, ne vous inquiétez pas. Souvent, on pense que chaque biais vit dans une île tout seul, alors que quand on forme des opinions, ils sont souvent étayés par plusieurs éléments qui s'enchevêtrent, par plusieurs éléments qui vont converger. Les différents biais fonctionnent souvent ensemble. C'est rare d'avoir un biais de confirmation tout seul, ou un biais de l'homme de paille tout seul. Souvent, tout est en train de converger pour étayer une certaine opinion. Il faut prendre le temps de comprendre comment ça marche pour qu'on puisse vraiment développer une défense intellectuelle et pouvoir séparer le vrai du faux. Ce qui est une preuve est en train de changer dans le monde. Les vidéos ne sont plus nécessairement des preuves avec tout ce qui est deepfake. Je ne sais pas si vous connaissez les deepfakes. C'est ces vidéos où avec un algorithme et une intelligence artificielle, on peut changer la tête des personnes, on peut faire dire à Poutine des choses ou à Obama des choses. Et donc, il faut c'est une course en fait. Envers combien est-ce qu'on va apprendre à évaluer nos opinions versus les gens qui veulent manipuler nos opinions. Et c'est important de comprendre, c'est quelque chose qui est complexe. Vous n'allez pas, en sortant d'ici, être de meilleurs raisonneurs critiques. C'est un travail qui doit se faire en continu. Vous ne pouvez pas vous dire ah, je suis intéressé à la pensée critique, soudainement je suis devenu un raisonneur critique. C'est vraiment un travail qui se fait pour comprendre les nuances et les choses, parce que notre cerveau, c'est un organe un peu complexe. Et donc, pour résumer tout ce que j'ai dit, est-ce que je suis en train de dire que donc Facebook nous épie pas et c'est pas grave et il faut qu'on aille tous sur Facebook tout le temps et qu'on donne toutes nos données à Google et à Twitter et à Apple et à Microsoft? Si vous dites que c'est ça, ce serait une erreur de logique, c'est que ce serait une pente glissante, c'est pas vraiment ce que je suis en train de dire, ou une pensée binaire, et c'est pas vraiment ce que je suis en train de dire. Au contraire, si on a voulu choisir ce thème aujourd'hui, parce qu'on aurait pu prendre n'importe quelle idée autre que Facebook nous épie, c'est parce qu'aussi on a un deuxième but, c'est qu'on tient vraiment à ce combat pour les données personnelles. Pour qu'est-ce qu'on fait des données personnelles? Quelles données personnelles est-ce qu'on donne? Le problème qu'on est en train de voir sur ce sujet, c'est qu'il y a beaucoup de faux arguments, beaucoup de psychose sur ce sujet. Comme on est épié, comme moi je ne veux pas mettre d'assistant chez moi parce que le micro est en train de m'écouter. Et ça dessert la cause. Nietzsche, Friedrich Nietzsche, il disait la façon la plus perfide de nuire à une cause, c'est de la défendre avec de mauvais arguments. Et nous, on voulait un peu rétablir les arguments pour dire qu'on a assez de bons arguments pour nous défendre et devoir expliquer et sonner une alerte même sur le besoin de légiférer, de faire de la législation pour protéger les données personnelles des utilisateurs, sans nécessairement avoir besoin d'aller dans une caricature du genre nos caméras nous filment quand on ne le sait pas, ou bien que nos micros sont en train d'être activés. De toute façon, ils n'ont pas besoin d'activer nos micros. Ils ont assez de données, des méthodes classiques. On autorise l'accès à nos données de façon assez exhaustive, qu'ils n'aient pas besoin de faire ça. Et donc c'est important, au lieu de perdre de temps à écrire des articles sur comment Facebook est en train d'allumer nos micros à distance, peut-être de remplacer ça par des articles sur l'importance des données personnelles, sur l'utilisation des données personnelles, sur l'éthique de comment est-ce qu'on peut avoir un contrôle granulaire
sur quelles données est-ce qu'on veut partager, quelles données on ne veut pas partager, de militer pour que les nouveaux systèmes d'opération, d'exploitation, que ce soit Android ou iOS, nous donnent plus de contrôle sur qu'est-ce qu'on partage avec quelle appli, qu'est-ce qu'on partage avec quel service, parce que c'est un sujet qui va être très important dans le futur. Et pas dans le futur, dans le présent déjà, c'est les boîtes qui ont le plus de données qui vont pouvoir mieux contrôler, que ce soit les pubs, les opinions. On a vu avec l'élection présidentielle, il y a de plus en plus de rapports qui parlent de comment les manipulations sur les réseaux sociaux ont impacté de façon significative les élections. Et donc c'est important qu'on soit sûr des arguments qu'on avance et que ce soit des arguments qui sont de bonne qualité. Et c'était cool aussi de vous expliquer certains biais, comment ça s'enchevêtre, sans faire ça de façon plus collégiale. Tout ça pour vraiment revenir sur ce point central que le raisonnement critique, c'est quelque chose qui s'apprend. Nous, on a ouvert Chiasma maintenant depuis peut-être 5 ou 6 ans. Ça fait un moment. Et on remarque qu'il y a de plus en plus de personnes, comme on peut le voir, qui sont intéressées par le raisonnement critique. Et on ne veut pas que le raisonnement critique soit quelque chose qui soit comme un hobby. On veut vraiment, on travaille, que ce soit Mariam au gouvernement, soit Camille et Damiano et moi à Chiasma, pour expliquer que le raisonnement critique, c'est quelque chose qu'il faut prendre le temps d'apprendre. Comme si vous êtes en train d'apprendre une nouvelle langue, ou bien comme si vous êtes en train d'apprendre à jouer au piano. Il faut faire des cours, on essaye de militer pour introduire des cours de raisonnement critique dans les écoles, parce qu'on pense que c'est vraiment bien qu'on commence ça à un âge assez bas, assez précoce, pour qu'on apprenne à déjouer tous ces pièges. On va probablement aussi donner un cours dans certaines facs à la rentrée. On espère aussi pouvoir faire un MOOC, mais c'est important pour nous de vous dire que ne tombez pas dans l'illusion de connaissance, que si vous assistez à une conférence sur le raisonnement critique ou vous lisez des articles sur Internet sur le raisonnement critique, que vous êtes en train de vraiment améliorer, vous êtes en train de faire une amorce. Il faut vraiment creuser pour qu'on puisse... Et le raisonnement critique, c'est pas pour avoir raison. Donc là, vous allez faire un débat, et vous allez vouloir avoir raison, parce qu'on a souvent envie d'avoir raison. Le raisonnement critique, tel que nous on le conçoit, c'est surtout pour se protéger de soi-même, avant de se protéger des autres. C'est très facile d'être en désaccord avec les autres, de trouver des trous dans l'argument d'autrui. C'est beaucoup plus compliqué de trouver des trous et des erreurs dans notre argument à nous, dans nos croyances à nous. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est vraiment de promouvoir le doute, de douter de nos intuitions, de douter de nos pensées, de douter de nos émotions, pour qu'on puisse être sûr que nous sommes en train de bien penser. Et on ne veut pas apprendre aux gens quoi penser, mais plutôt comment penser. Et si on pense tous d'une manière saine, on ne va pas du tout avoir le même avis. C'est juste qu'on ne sera pas d'accord à cause d'opinions similaires, et on ne sera pas d'accord à cause d'erreurs de logique. Et pour finir ma petite présentation, et si Facebook nous enregistrait vraiment? Si je me trompe. Mais en fait, Facebook est vraiment en train de nous enregistrer et je viens de vous faire 20 minutes de talk sur comment en fait c'est pas vrai. Si dans 2 mois il y a un scandale qui émerge et Facebook nous enregistre vraiment, moi j'aurais aucun regret sur ce que je vous ai dit aujourd'hui. Parce que le raisonnement que je vous ai exposé est basé sur des preuves. Il y a tout le temps des hypothèses possibles dans un monde de possibles. Mais dans des hypothèses, en tant que chercheurs, nous on est obligés de poursuivre les avenues où on a un peu de preuves pour qu'on puisse les explorer. Parce que si on commence à suivre des avenues qui n'ont pas de preuves, il y a une infinité de possibilités. Et dans une infinité de possibilités, comment est-ce que je vais savoir quelles possibilités suivre? Et donc si dans 2 mois il y a de nouvelles informations qui émergent, ben, je vais mettre à jour, j'espère que je vais mettre à jour mes pensées. Et on va emmener le combat pour qu'on ne soit plus écouté. Mais à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas assez d'éléments qui peuvent nous dire de façon honnête, intellectuellement honnête, que nous sommes épiés. C'est un peu tout pour cette présentation. Souvent, à la fin de la présentation, on peut faire une sorte de bonus. Donc pour le bonus d'aujourd'hui, on participe à un cours avec l'ENSI et la FING, la Fondation Internet Nouvelle Génération. C'est un cours qui s'appelle le rétro-contrôle de design de l'attention. En gros, on travaille avec des designers ou des étudiants en design. Les premiers cours, on leur expose quels sont les biais cognitifs liés sur les applications et les sites web. Et après, il faut qu'ils fassent une rétro-ingénierie de ces applis qui ne respectent pas l'éthique de notre attention. Notre attention est une ressource très limitée et beaucoup de gens essayent de la capter. Et après, il faut qu'ils redesignent l'appli d'une façon qui est respectueuse de l'éthique de l'attention des utilisateurs. Donc c'est un cours qui a commencé la semaine passée et vous pourrez consulter et suivre ce cours sur Internet Actu, qui est un partenaire aussi du cours. Et donc, pendant qu'on préparait ce cours avec Mariam, on est tombé sur une pub qui fait un truc qui est vraiment pas sympa. C'est que cette pub, si vous voyez là, quand vous la regardez sur votre téléphone, c'est comme s'il y a une poussière sur votre écran. En fait, il vous pousse à vouloir nettoyer votre écran et vous appuyez sur la pub. Ça, c'est, je ne sais pas si vous connaissez les nudges. Ça, c'est les nudges qui sont mauvais, on appelle ça des sludges.
Et ça, je pense, c'est le pire sludge que j'ai vu de ma vie. En gros, vous dites, ah tiens, mon écran est sale, et vous faites clic-clic. Après, vous appuyez sur la pub, et c'est vraiment pas sympa de leur part. Donc j'ai fini pour ma petite conf. Je ne sais pas si vous avez des questions, s'il y a des choses que certaines veulent dire, s'il y a des personnes qui ne sont pas convaincues, s'il y a des personnes qui pensent que c'est complètement absurde ce que j'ai dit. C'est le moment. Est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient commenter sur le sujet? C'est tout le temps comme ça. Ok, donc on va passer au débat. Donc pour le débat, pour ceux qui n'ont jamais été à des débats Chiasma, c'est des débats formels. Donc on appelle ça un débat du style Oxford. Donc il va y avoir 2 équipes de 3 personnes. Vous allez avoir 10 minutes pour les personnes qui vont participer. Vous allez avoir 10 minutes pour préparer. Les autres, vous pouvez prendre des verres au bar, vous rafraîchir, vous détendre un peu. Ensuite, on va demander au public de voter. On va vous distribuer des feuilles. Donc les feuilles qu'on va vous distribuer, est-ce que je peux avoir une feuille? On appelle ça au lieu de faire du oui et du non, parce que ce serait binaire, on a imprimé une sorte de continuum. Il suffit de cocher on appelle ça une échelle visuelle analogique, sur l'échelle, où est-ce que vous vous trouvez, combien est-ce que vous êtes d'accord, donc pas du tout d'accord, pas du tout d'accord ou d'accord. Ils vont demander de voter chacun où est-ce que vous vous trouvez sur ce continuum. Après, la première équipe aura 3 minutes pour l'ouverture. Réponse de l'autre équipe, 3 minutes pour répondre, 3 minutes pour répondre. Après, il y aura un crossfire. Le crossfire, donc les 2 équipes peuvent discuter ensemble. C'est comme ce que vous voyez les débats à la télé, donc tout le monde peut parler en même temps. Après, il y aura 10 minutes de open mic où le public peut intervenir pour demander vos questions aux personnes qui font le débat. Et finalement, il y aura 3 minutes d'argument de clôture. Et à la fin, donc on va vous distribuer pendant la pause maintenant. On a fait pendant les élections un guide de survie pour les élections présidentielles avec les erreurs de logique les plus communes dans la rhétorique publique des politiciens. Et donc c'est cette partie-là qui va vous intéresser aujourd'hui. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 erreurs de logique. Si vous pouvez les lire, et après essayez de les identifier, ou si vous en connaissez d'autres, essayez d'identifier chez nos débattants les différentes erreurs de logique. Et on fera un débrief, on essaiera d'identifier. Le but du débat n'est pas nécessairement d'avoir raison, ce serait cool si vous avez raison, mais c'est surtout de ne pas faire d'erreur de logique. Donc le but de ces débats, c'est vraiment de comprendre la qualité de nos opinions et d'essayer d'avoir un meilleur éclairage d'un certain sujet. Donc le sujet aujourd'hui, c'est le système démocratique actuel n'est pas adapté aux problématiques politiques de long terme. Essayer d'avoir un éclairage sur ce questionnement. On a publié l'événement il y a peut-être 10 jours. Et quelques jours plus tard, il y a Nicolas Sarkozy qui a fait une interview avec je ne sais plus quel journal et qui reprend la même chose. C'était un peu drôle. Et donc la question fatidique maintenant, c'est qui voudrait participer au débat? On a besoin de 6 personnes. Alors 1 personne, 2 personnes, 3 personnes, ça va vite. 4 personnes, 5 personnes. On a encore besoin d'1 personne, 6 personnes. Merci. Les personnes qui vont débattre, est-ce que vous pouvez vous lever et aller rejoindre Camille, qui est là. Et vous allez voir avec Camille qui est pour, qui est contre. Donc chacun d'entre vous aura 3 minutes pour parler, c'est tout. Il faut préparer 3 minutes. Je vous conseille d'étayer vos arguments par des exemples. Pour les autres, on va vous distribuer des guides. Marie est en train de le faire très gentiment pour nous. Et on va faire une petite pause, le temps de donner le temps à nos débatteurs de préparer leurs arguments. Et si vous voulez, le bar est ouvert. Et puis c'est tout. Merci beaucoup. Ok. On va commencer avec l'équipe pour, qui va commencer par un argument d'introduction de 3 minutes. Voilà, je vous laisse la place. D'accord. Donc notre premier argument, c'est que dans notre système actuel, le gouvernement, on le sait, change tous les 5 ans, ce qui provoque un changement de ligne directrice, donc un changement politique, et un changement dans l'équipe organisatrice qui met en place du coup les mesures, qui fait que certaines mesures qui pourraient être appliquées, qui pourraient mettre du temps à être appliquées, seraient retirées par l'équipe suivante, par le mandat suivant. Un exemple qui nous vient comme ça, c'est celui de l'accord de Paris, avec l'équipe d'Obama qui s'est intégrée à l'accord de Paris sur le climat et l'équipe de Donald Trump qui s'est retirée immédiatement. Le deuxième argument qu'on aurait à proposer, ce serait une espèce de binarité sur les mesures qui seraient engagées sur le long terme. C'est-à-dire que lorsqu'on élit un gouvernement ou une équipe, on est d'accord, on
On dit qu'on est d'accord avec tout un ensemble de mesures qu'il propose d'adopter, et ensuite il y a une opposition qui se forme au-delà de certaines mesures, et il n'y a pas de granularité fine sur ces mesures. C'est un système un peu binaire par rapport aux mesures qui peuvent être mises en place. Un troisième argument, c'est qu'on est un peu dans un système à deux temps, c'est-à-dire que l'application de certaines mesures, surtout sur le long terme, elle met beaucoup de temps et on ne la sent pas forcément venir avant des dizaines d'années. Alors, donc les générations à qui ces mesures pourraient profiter ne sont pas encore là, et au contraire, les générations actuelles qui sont en place et qui ont un poids proéminent vont avoir tendance du coup à potentiellement ne pas mettre en place ces mesures qui prendraient du temps à être mises et à privilégier des mesures qui soient mises en place sur le court terme. Et enfin, ce qu'on note, c'est un déséquilibre, donc du coup, pour rebondir sur cet argument, un déséquilibre des intérêts à court et long terme, avec notamment la présence de lobbies qui font des pressions sur les acteurs qui prennent les décisions et qui peuvent influencer des prises de décision qui favoriseraient du coup certaines mesures court-termistes et ne pas favoriser des mesures qui pourraient bénéficier sur le long terme à un ensemble de populations plus grande. Voilà. C'est bon? Toc, toc, toc. Bonsoir. Alors, pour ouvrir ce débat, on pose la question, est-ce que notre système actuel permet, articule convenablement les intérêts à court terme et les intérêts à long terme? Alors ça pose d'abord la question de quel système sommes-nous en train de parler. Bien sûr, on parle de la démocratie, qui est le système auquel je pense on pense tous quand on aborde ce sujet-là. Mais ce système de la démocratie, il n'est pas neutre, c'est pas n'importe quelle démocratie, c'est pas une démocratie abstraite, c'est la démocratie française de la Ve République qui s'inscrit elle-même dans un concert des nations. Et ces concerts des nations fait aussi partie du système. On sait bien qu'on n'est pas là à l'époque où notre petit hexagone flottait tout seul dans l'espace. Donc, la première chose qui nous fait dire que, globalement, c'est quand même un système qui est extrêmement pertinent pour le long terme, c'est qu'il est basé peu ou prou sur l'idée qu'une personne a une voix. Et donc cet intérêt collectif, et de cette somme des intérêts individuels, on peut partir du principe qu'il se dégage des intérêts collectifs assez solides et surtout résistants à toute forme de dérive de type anarchiste, fasciste, monarchiste ou autre. Donc cette démocratie-là, c'est quand même ce qui permet d'avoir une force dans une certaine forme de légitimité. Et ça, c'est quand même assez fondamental. Un autre intérêt, si on commence à regarder un peu plus précisément ce qui se passe dans la Ve République en France, c'est que on voit bien que justement, il y a quand même une certaine constance dans le monde politique. Hein. Il y a le personnel politique est stable, relativement stable, en tout cas les courants de pensée le sont, et ça permet à contrario de maintenir des politiques, disons, de plus long terme, avec une certaine cohérence d'action publique. Enfin, ce qui est fondamental à mon sens dans ce système et qui permet cela, c'est que le système lui-même a des mesures, a des moyens de se réformer lui-même. C'est-à-dire qu'évidemment qu'il n'est pas parfait, qu'il peut avoir à se modifier pour répondre à tel ou tel sujet, mais il est en mesure de le faire. Il est en mesure de se réformer lui-même, et donc ça lui donne une capacité de penser le temps long. Donc, bonjour à vous, je vais vous faire la réponse de notre équipe. Alors merci beaucoup de nous avoir exposé les raisons pour lesquelles vous estimez que notre système fonctionne très bien finalement pour concilier les intérêts de long terme et de court terme, c'est ce que vous nous avez dit.
Alors j'ai repéré plusieurs endroits où je me sentais un peu froissé dans votre argumentation. Je vais me permettre de vous les pointer. Alors le premier élément, c'est vous nous dites, finalement on part d'un système où on a une personne, une voix, et donc ça nous garantit l'intérêt général. Donc vous nous posez cette affirmation comme si ça allait de soi, comme si c'était un genre d'évidence, sans absolument nous expliquer pourquoi, sans nous l'étayer. Or, on sait très bien que plein de systèmes qui fonctionnaient sur le principe d'une personne, une voix, ont donné des résultats qui étaient désastreux du point de vue de l'intérêt de long terme et du point de vue de l'intérêt collectif. Vous nous dites que c'est quelque chose qui est résistant à la dérive. Je vous dis absolument pas. On a plein d'exemples en tête et je me garderai de citer des exemples historiques, mais je pense que tout à chacun ici peut y penser, qui nous montrent qu'en fait, avoir un système électoral qui désigne des dirigeants n'est pas du tout une garantie contre la dérive. Absolument pas. Et là, pour le coup, en bonne logique, pour démontrer que cet argument ne tient pas, il suffit d'avoir un seul exemple, et je pense qu'on en a plusieurs. Ensuite, vous nous dites la cohérence de l'action est garantie parce que les courants de pensée seraient stables. Et donc, et vous ne concluez pas d'ailleurs sur cet argument, mais on imagine que sous-entendu la conclusion, ce serait quelque chose du type ça garantit l'intérêt de long terme. Là encore, je vous demande, mais en quoi est-ce que le fait d'avoir une cohérence de l'action garantit l'intérêt de long terme? On a des actions qui sont très cohérentes et qui sont absolument contre l'intérêt de long terme. Les intérêts du lobby pétrolier, les intérêts du lobby nucléaire forment des groupes qui sont cohérents, qui montent des politiques publiques qui sont cohérentes, mais qui ne sont pas du tout alignés avec l'intérêt de long terme. Donc là encore, je pense qu'on est sur un argument qui est à mon avis pas suffisamment solide. Et la dernière chose, c'est la capacité à réformer. Vous nous dites le système actuel aurait la capacité à se réformer, donc en plus de ça, déjà avec tout ce qu'il a de merveilleux, en plus il permet de se réformer. Alors là, certes, il se réforme, certes, mais il faut voir dans quel contexte il se réforme. En fait, on est dans un système qui a donné la capacité aux personnes qui exercent le pouvoir politique de décider elles-mêmes des règles qui encadrent le pouvoir politique. Et là, on est sur quelque chose qui est extrêmement problématique, puisque évidemment, on demande aux gens de décrire les règles du jeu du pouvoir politique, alors que c'est eux-mêmes qui exercent ensuite les règles de ce même pouvoir. Donc là, on est dans un conflit d'intérêts de la part des acteurs politiques qui est manifeste. Et un des premiers éléments, ce serait de spécifier les règles qui permettent précisément de réformer le système politique pour empêcher ce biais, pour empêcher le biais que j'écris à moi-même les règles qui s'imposent pour moi. Voilà. Mais cela dit, merci beaucoup pour votre contribution à ce débat. Dans l'intérêt de la cohérence, je vais aller dans l'ordre. Alors, le gouvernement change tous les 5 ans, oui c'est vrai, mais la culture d'une civilisation, les institutions, ce qui nous mène à avoir une identité nationale, un récit national ne change pas aussi rapidement. Oui, en fait, on a des gens qui pensent que climate change, very good, je ne sais pas comment s'exprimer comme Trump dans une manière qui est digne de cette audience, malheureusement. Mais ça, c'est ce qu'on appelle des amorçages faux. Ce n'est pas une méthode de juger comment se progresse un discours national. C'est juste des trucs comme, par exemple, est-ce qu'on va bannir les trucs religieux qui cachent le visage en public. C'est juste des exemples. Mais en fait, le discours national continue avec ou sans ce genre de choses. Parce que c'est un discours qui se passe depuis qu'on a décapité le roi à Bastille, etc. C'est un truc qui détermine une notion d'identité démocratique. Et la raison pour laquelle c'est important, on arrivera bientôt. Les institutions datent depuis plus longtemps et ont une histoire et ont une constitution qui se base sur des faits qui sont développés sur plusieurs années. Oui, c'est vrai qu'il y a une binaire, en fait, et c'est vrai qu'on a besoin d'un réforme. Là, on est d'accord. Le réforme n'est pas nécessairement une réforme contre les lobbies. Les lobbies n'est pas un résultat du système politique, c'est un résultat de l'existence de la société humaine. Quand on a des êtres humains avec des intérêts qui se forment dans des tribus, quand on a le système du tribu dans la psychologie humaine, et pour enlever le système du tribu, il faut enlever cette partie du cerveau ici et garder juste le prefrontal cortex, ce qui ne va pas arriver sans une lobotomie pour des millions de personnes, ce que je ne pense pas qu'on nous sommes en train d'argumenter pour, et vous non plus, j'espère. Alors,
En fait, le compatriote, là, il a commencé le contre-argument en train de dire que nous aimons beaucoup le gouvernement, mais en fait, on n'a jamais dit un truc pareil. On pense que c'est en fait ce qu'on appelle un necessary evil, un méchant, un mal nécessaire. Pourquoi c'est un mal nécessaire ? Parce qu'en fait, quand on a tous tué les uns les autres la première fois et puis la deuxième fois, on a constaté en 1945 que c'est pas trop bien de faire ça. Et c'est pour ça que, pourquoi on s'est tous tués ? Parce qu'en fait, même qu'au niveau national, il y avait de l'ordre, au niveau international, il y avait l'anarchie. Et la raison pourquoi les Nations Unies ont été constituées, c'est pour prévenir l'anarchie au niveau global. Et on fait ça pour instituer un gouvernement au niveau global. Et c'est pour ça qu'on a établi le UNHDR, le United Nations Declaration of Human Rights, la Déclaration des droits de l'homme des Nations Unies, qui dit que tous les hommes sont nés égaux, etc. etc. C'était fait exactement pour avoir une sorte d'amorçage principal pour la légitimité d'un gouvernement international, un gouvernement global. Et c'est sur cette raison qu'on se base sur le fait que si nous sommes tous égaux, on a tous le droit à on vote ensemble, etc. On a tous le droit à un même nombre de votes, et c'est pour ça, c'est la base qui fait façon que la société ne s'écroule pas, et c'est pour ça qu'on a besoin d'un vote qui nous laisse s'exprimer de la même façon. Ok, parfait. Donc maintenant, on va voir une phase qui s'appelle Crossfire. Donc vous pouvez vraiment vous interrompre, enfin parler, rétorquer, etc. Et cette phase dure 6 minutes. 6 minutes. Voilà. Désolé d'avance pour la captation, parce qu'il faut genre, tout le monde peut parler. Donc vous pouvez vous répondre vraiment, genre là. Là vous pouvez. Alors moi, il y a une chose que je comprends vraiment pas, c'est votre insistance à mettre en avant les vertus de continuité du système actuel, en dépit des évidences qui montrent qu'il n'y a pas tant de continuité que ça, mais surtout, en fait, on est à côté du débat. Vous avez porté le focus sur cet élément-là du débat. La question du débat, c'est quand même, est-ce que les intérêts de long terme sont représentés ? Et encore une fois, il va falloir nous montrer que le fait d'avoir que la question des intérêts de long terme se réduise à la question de la continuité. Or, il me semble que c'est pas du tout le cas. Alors, je vais répondre à ça, et ça va me permettre de répondre aussi à 2-3 petites choses entre-temps. Pourquoi nous pensons qu'effectivement le socle démocratique, la notion de démocratie est effectivement la plus pertinente pour répondre aux enjeux de long terme. Parce que là, ce que vous êtes en train de dire, c'est peut-être qu'il faut une minorité éclairée qui guide le monde, un souverain monarque à la Platon. Vous êtes en train de faire un homme de paille. Je n'ai absolument pas dit ça. Si la question c'est, vous posez la question, est-ce que vraiment l'intérêt du plus grand nombre est représentatif de... Bon, la question... Non, ce n'est pas la question que j'ai posée. La question que j'ai posée, c'est est-ce que la question de l'intérêt de long terme se réduit à celle de la continuité ? Est-ce que je peux terminer une phrase, s'il vous plaît ? Oui, je peux, mais me faites pas dire des choses que j'ai pas dites. Alors, vous annoncez, je vais essayer de reformuler ça. Vous annoncez que rien ne vous indique que le fait que nous nous accrochions à cette idée de démocratie au sens un homme une voix, ou une femme une voix d'ailleurs, enfin tout le monde une voix, soit un appel soit pertinent pour les mesures de long terme. Mais en fait, en creux, ça sous-entend que peut-être ça ne serait pas. Okay ? Et c'est là où on n'est pas d'accord. C'est qu'il ne peut pas y avoir de bonne solution si ce n'est pas dans un cadre démocratique. Puisque sinon, ce sera forcément sur des intérêts des uns au détriment des autres. Et ça, comment voulez-vous que ce soit une solution stable ? L'intitulé du débat, c'est « Le système démocratique actuel ». Permet de représenter, etc. Nous, notre argument consiste à dire que le système démocratique actuel ne le permet pas. Et qu'éventuellement, on pourrait en imaginer d'autres, des systèmes démocratiques. On n'est pas obligé d'aller chercher du côté de l'élite éclairée pour voir faire représenter les intérêts de long terme. On peut avoir des systèmes démocratiques qui, par exemple, sont inspirés de la démocratie liquide, représenter mieux les intérêts de long terme. Et on reste dans le cadre de systèmes démocratiques sans aucun problème. J'ai une idée. Je pense que le système démocratique actuel, en fait, est-ce qu'il est en train d'intégrer immédiatement les changements que vous supposez ? Non, en fait, je suis d'accord avec vous, il ne le fait pas. Mais en fait, le système démocratique actuel, ce qu'il fait, c'est qu'il garde la sécurité nationale, il garde l'identité nationale et surtout, il garde le groundwork
la base pour le progressivisme. C'est le plateforme qu'on en a besoin. Et c'est pour ça qu'on le défend. Parce qu'il est le plateforme sur lequel se base le discours, le progrès social, le progrès intellectuel. Et c'est seulement à cause de ce plateforme qu'on peut progresser avec le temps, à cause de ces débats. C'est le plateforme qui nous laisse en train de faire ces débats dans un niveau de sécurité, dans un niveau d'indépendance en tant d'existence nationale civile sur la planète. Et c'est pour ça on est en train de défendre le système, pas parce que nous sommes contre le réforme, on pense le réforme, on est en train de défendre le système parce qu'il est la seule voie pour arriver aux réformes. Et on veut seule voie, rien de moins, la seule voie, il n'y en a pas d'autre. Oui, je pense que... Défendez votre position qu'il y a des autres voies, s'il vous plaît. Alors en fait, moi, il y a un endroit sur lequel je suis d'accord avec vous, c'est que le système actuel a quand même une vertu, c'est qu'il permet de progresser. On n'est pas dans un système qui est fermé, qui est verrouillé, et ce système permet d'innover, de concevoir des nouvelles choses. À mon sens, s'il s'agit de représenter les intérêts de long terme de manière plus efficace, là encore, on devrait aller chercher du côté d'un approfondissement des vertus démocratiques du système dans lequel on est actuellement. Aujourd'hui, on a un système qui a des vertus démocratiques qui sont assez limitées quand même. On choisit, c'est ce qu'expliquait mon camarade à l'instant, précédemment sur la granularité fine. Aujourd'hui, on choisit une équipe gouvernementale qui va diriger le pays pendant 5 ans. Et ensuite, globalement, on n'a plus notre mot à dire sur grand-chose. Savoir quelle réforme intervient où, quel curseur il faut placer à quel endroit, ça, en fait, on ne peut pas le décider. Donc, en fait, on est sur un système politique qui, maintenant, commence à avoir quelques décennies dans les pattes. Et en fait, on sait, et il y a plein de manières de le faire. Enfin, je vais en prendre un seul exemple d'une manière qui serait meilleure de gouverner que ce qu'on a aujourd'hui. Mais par exemple, si vous prenez quelque chose comme le jugement majoritaire, qui permet du coup de déterminer des candidats à une élection ou de déterminer une option en fonction des appréciations du public. Donc là, on dit plus oui, non, mais on dit par exemple telle option, que ce soit un candidat ou une option politique, je la trouve très satisfaisante, assez satisfaisante, etc. Et ensuite, on rassemble le tout et on prend la médiane. Enfin, je vous invite à aller voir les travaux là-dessus qui sont hyper intéressants. Une option comme ça nous permettrait de gouverner avec une granularité un peu plus fine. Et alors, notamment si on se met à la décliner par sujet en mode démocratie liquide, là on arrive à quelque chose où précisément on a une qualité démocratique qui est accrue et à mon sens, des intérêts de long terme qui sont mieux pris en compte également. Alors, je vais répondre à ça. Démocratie liquide, jugement majoritaire, parfait. Je connais un peu ces questions-là. Effectivement, donc l'idée c'est de donner un pouvoir beaucoup plus direct et beaucoup plus permanent aux votants, aux citoyens. Donc effectivement, sur le papier, on peut se dire que c'est une augmentation de la qualité démocratique. En réalité, c'est pas si simple, parce que ce qu'il n'y a pas, et ce qui n'est pas du tout implémenté dans ces modèles-là, c'est la responsabilité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, par exemple, vous dites, oui, bah, très bien, est-ce que vous voulez Paris plus joli ou moins joli? Ah bah je ne sais pas, je pense que je vais choisir plutôt plus joli. Attends, c'était quel argument? Magnifique mot de la fin. Il me manquait vraiment ma conclusion. Maintenant, on a 10 minutes avec le public, donc si vous voulez, s'il y a des choses qui ne sont pas convaincues, vous avez des questions, des choses qui vous ont convaincu, levez la main et on vous fera passer un micro. Et vous pouvez débattre avec les personnes qui débattent. Débattez pas trop fort. Bonsoir, moi j'ai juste une question en fait par rapport à la problématique, par rapport à la question qu'on se pose. On n'a pas défini court terme, long terme, donc je ne comprends pas comment vous pouvez changer. Voilà. Qu'est-ce que long terme? Est-ce que c'est long terme pour nous? Est-ce que c'est long terme à l'échelle de l'humanité? Est-ce qu'on parle de nation comme certains ont fait ou d'identité nationale? Est-ce qu'on sort, dans la question on n'est que sur le périmètre français parce qu'on a inclus le mandat de 5 ans, mais est-ce qu'on peut voir plus loin? Voilà. Si vous avez des infos par rapport à ça, ça m'intéresse. La première réponse que j'aurais envie de faire, c'est court-termiste par définition. Vis-à-vis de l'événement et du sujet de conversation, court-termiste, c'est donc la vie d'un mandat politique, d'un mandat de gouvernement actuel, donc ça se limiterait à 5 ans, le court terme, enfin dans cette zone-là. Et du coup, le long terme, ce serait quelque chose qui impacterait notre génération, mais du coup, la génération qui viendrait après nous,
Donc ce serait plutôt de l'ordre de la dizaine, vingtaine, cinquantaine d'années. Il n'y a pas vraiment de définition précise du long terme, mais on peut se dire pour cette soirée que le court terme, ce serait un mandat, la durée d'un mandat approximativement, et le long terme, quelque chose qui impacte plusieurs générations. Ouais. Merci beaucoup. J'avais une question par rapport à la problématique également. Il est question de problématique de long terme, et vous avez parlé d'intérêt général. Et je me demandais si du long terme, c'était forcément dans l'intérêt général, ou si c'était deux choses séparées. En fait, je pense que c'est peut-être l'un des points de réelle opposition qu'il y a dans le débat, c'est que, effectivement, dans une perspective démocratique, je dirais radicale démocratique, l'intérêt général se confond avec l'intérêt du long terme, enfin voilà. Alors que, effectivement, si on est dans une perspective, par exemple, antispéciste, on peut tout à fait penser autrement. D'autres personnes du public? Des questionnements? Quelque chose avec lequel vous n'êtes pas d'accord? Hein? Alors le public demande que vous répondiez aussi à la question qui vient d'être adressée à l'autre équipe. Est-ce que le long terme, c'est toujours bien pour la... Tout le monde va être obligé de prendre la parole. Ceux qui n'ont pas parlé, ils vont devoir parler maintenant pendant 3 minutes. Max voulait juste que tout le monde parle, en fait. Mais si vous pouvez répondre à la question sur est-ce que le long terme est toujours bien? Donc est-ce que le long terme, c'est toujours dans l'intérêt général? Je suis obligé d'être un peu d'accord avec l'argument de mon adversaire qui dit que selon la personne, selon l'équipe, selon la vision qu'on essaie d'instaurer sur le long terme, ça peut être dans l'intérêt général ou dans un intérêt personnel. C'est pas une... Je suis pas sûr que le fait qu'on soit d'accord ou pas avec la problématique de ce soir change la réponse à cette question en fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? Par rapport à cette question-là, cela dit, je pense qu'il n'y a pas toujours une conscience explicite de ceux qui dirigent ou même des citoyens sur ce que ça peut donner à long terme individuellement pour eux comme avantage, comme bénéfice, etc. Donc il n'y a pas toujours une évaluation explicite et il n'y a pas toujours une conscience explicite de ce que ça peut apporter parce que les humains raisonnent souvent à court terme et il est difficile de se projeter. C'est pour ça qu'il y a tant de controverses, par exemple, sur le réchauffement climatique parce que c'est des problèmes qui sont à très long terme et donc c'est pour ça que c'est aussi bien d'y réfléchir et de construire un raisonnement et des prises d'action sur le long terme pour considérer cette perspective-là qui n'est pas toujours considérée de manière individuelle. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, il y a une question. Apparemment, il y a une question. C'est une question que vous avez évoqué les lobbies. Déjà, moi, il y a une question que je me posais, c'est pourquoi, j'ai pas très bien compris, pourquoi l'intérêt d'un lobby serait forcément court-termiste dans la mesure où il défend l'existence de son industrie qui a besoin d'exister longtemps, le plus longtemps possible. Et ensuite, l'autre question qu'on se posait, c'était est-ce que ça dépend forcément des politiques publiques? Justement, c'est cette problématique de long terme, court terme, et le rôle des autres acteurs. Concernant la question des lobbies, le point que j'aimerais souligner, c'est que, évidemment, le lobby cherche, lui, à prospérer, mais quand on parle de mesures qui seraient applicables sur le long terme, du coup, ce seraient des mesures qui viseraient à changer les choses progressivement et sur le long terme, et dans cet aspect-là, l'argument qu'on essayait d'établir, c'était que le lobby va faire en sorte justement que si la situation actuelle lui profite, il va faire en sorte que les choses ne puissent pas changer et que les mesures qu'on pourrait prendre pour éventuellement changer notre situation sur le long terme ne vont pas être prises ou alors seront enlevées lors du mandat suivant, etc. Et par contre, la deuxième question, je veux bien qu'elle soit répétée. C'est quoi la deuxième question? C'est une question un peu pour nuancer. Est-ce que vous pensez que vos positions changeraient selon des politiques publiques? Est-ce qu'il y a des politiques publiques qui mériteraient d'être traitées à long terme et des politiques publiques qui seraient plus adaptées avec un système court-termiste? C'est un peu pour apporter de la nuance. Sans doute. Et si oui, lesquelles?
Moi j'aimerais en profiter pour ajouter une petite nuance. Certes, les pouvoirs et les moyens mis en place sont bien différents, mais les lobbies ne sont pas nécessairement dirigés essentiellement par l'industrie. Les ONG font du lobbying et arrivent à des changements. On a gagné récemment sur le chalutage en eau profonde, sur la pêche électrique, l'association, la direction des financements publics pour l'agroalimentaire dans les pays en développement sont fortement impactés par des lobbies qui ne sont pas nécessairement des industries. Et donc le seul point que j'essaye de dire là, c'est quand bien même les rapports de pouvoir sont, je l'accorde volontiers, complètement asymétriques, le système permet à certaines voies, malheureusement pas assez, mais à certaines voies et à certains changements d'avoir lieu sans aller nécessairement systématiquement dans le sens d'un intérêt privé et d'un intérêt, on va dire, purement capitaliste. Je pense juste que la constitution d'un lobby, le fait que ça existe à cause d'une construction qui est plutôt court-termiste. Je pense que c'est plutôt très difficile de trouver un lobby long-termiste. Parce qu'un lobby, c'est juste qu'une industrie en particulier a un problème qu'elle trouve irrésolvable. Et la seule façon de le résoudre, c'est de convaincre le système politique de faire un changement légal. Et ça arrive après un certain montant de pression. Probablement aussi, le lobby doit être concentré pour que ça fonctionne, doit être concentré sur le changement ou l'adoption d'une ou deux législations spécifiques qui ont un rapport direct à l'industrie et doit se concentrer sur avec qui parler, comment changer cette législation. Et c'est pour ça que les lobbies, en fait, échouent, je pense, en façon de leur composition, s'ils se forcent à adresser des choses long-termistes. C'est un lobby auquel je veux faire façon que c'est OK de mettre une factory à côté d'un parc, etc. C'est des trucs concrets. Et les trucs concrets ne sont pas nécessaires, ne sont pas d'habitude long-termistes. Je vais essayer aussi d'apporter une réponse à ce qui vient d'être dit. Alors effectivement, le lobby, déjà, rappelons-nous que n'importe quel groupe de pression, fût-il très, je sais pas, très écologiste, parce que c'est quand même la question écologique, je pense, elle résonne assez bien en termes de long terme. Hein. Ce sont des lobbies. À la limite, ce qui est intéressant, c'est de voir justement dans le système quelles sont les résistances au lobby, c'est-à-dire à quel point les systèmes actuels permettent à la fois de laisser passer les bonnes idées nouvelles souhaitables qui viennent de la population civile et résister à celles qui sont en fait des intérêts privés déguisés, quoi. Sur cet aspect-là, effectivement, là, il y a une grande responsabilité du personnel politique et donc du système qu'ils soutiennent pour aménager l'articulation entre les intérêts à long terme et les intérêts à court terme, les deux existants. Et in fine, mon dernier plaidoyer en faveur de notre système actuel, c'est que même s'il y a des enjeux différents et que parfois les acteurs politiques ne sont pas à la hauteur, il y a toujours la responsabilité de l'acteur in fine. C'est-à-dire que si les personnes prennent de mauvaises décisions, la majorité, effectivement, peut se mobiliser pour les virer et faire en sorte que ce soit des gens plus responsables et plus pertinents pour le long terme qui viennent. Donc ce n'est pas une question de système, finalement. C'est une question de responsabilité individuelle. Et boum. Merci pour les interventions du public et pour la réponse très diplomatique, mais pas trop. Et maintenant, c'est les arguments de fermeture. Donc vous avez 3 minutes pour les personnes qui n'ont pas intervenu pour donner vos arguments de clôture avant de passer à la phase d'après. Ok, donc tout d'abord, je pense que mes collègues et moi-même, on est très heureux d'avoir pu participer à ce débat avec vous. Parce qu'on pense que justement se projeter dans le long terme et avoir des mandats potentiellement un peu plus longs, etc., ça permet d'avoir ce genre de débat et de discuter et de déconstruire les arguments que nous on peut avoir pour éviter des erreurs qui ne seraient pas analysées, qui ne seraient pas prévues par la suite.
Donc je pense que ce dont on va se souvenir de ce débat, c'est qu'on a d'abord un problème de définition des termes. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que le long terme? Effectivement, on n'avait même pas défini les termes au départ. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir définir en fonction des différents sujets, en fonction des différents domaines auxquels on va appliquer de nouvelles lois, de nouvelles règles potentiellement. On va définir aussi dans quelle mesure il faut privilégier l'intérêt collectif, l'intérêt à long terme collectif selon notre vue par rapport à l'intérêt immédiat et individuel. Donc c'est aussi un sujet qui mérite consultation et qui mérite une analyse un peu plus détaillée. Je pense que la plupart des points de confrontation qu'on avait, ce sont dus à des problèmes d'échelle. En fait, on part très vite dans les extrêmes avec votre discours. On part très vite sur ça se trouve, ça va être la guerre. Et finalement, on ne sait pas forcément toujours le problème. Et on reste aussi surtout avec des systèmes qui sont très connus. Donc on voyait bien, c'était démocratie ou rien, et rien d'autre ne fonctionne, etc. Je pense qu'on reste là dans une sorte de zone de confort on connaît un système qui fonctionne et il n'y a pas vraiment d'autres alternatives. Cela dit, sur le long terme, on peut penser à utiliser cette zone de confort-là pour l'agrandir et avoir plus de temps pour construire un système, pour se concentrer sur les problèmes précis, et puis pour éviter justement ce système binaire de oui ou non, et même ce système à deux vitesses qui est inadapté, pour avoir un contexte propice à de réels changements en adéquation avec la réalité de la société, et qui ne soit pas de grandes règles jetées ça et là et changées tous les 5 ans. Donc ça pourrait mener à augmenter la conscience potentiellement des citoyens, parce qu'une marge de manœuvre plus grande et un espace de réflexion plus grand pourrait permettre aussi une meilleure projection dans l'avenir, et du coup le long terme pourrait potentiellement appeler le long terme, ce qui est plutôt une bonne chose, tout en gardant effectivement une conscience éthique et une conscience il faut éviter les divergences potentiellement avec des systèmes qui pourraient émerger, des systèmes néfastes. Et donc voilà, on est très heureux d'avoir pu échanger nos arguments, que vous ayez déconstruit les nôtres pour pouvoir avancer et construire de meilleures choses. Merci. Merci. Et l'argument de clôture? Merci beaucoup. Moi, j'aimerais juste, en introduction, soulever un point, et que je pense qu'on a tous été relativement bien cadrés, un joli effet d'ancrage de la question, qui nous invitait quand même à répondre pas d'une manière binaire, soit oui, non, soit à la limite un je sais pas. Alors que je pense que tous les membres de cette tablée, au moins, sont d'accord sur l'idée qu'il est souhaitable d'inviter à une évolution du système actuel. Et en fait, le débat entre nous ou avec le public, c'est surtout orienté, on peut être caricaturé, j'ai envie de dire, sous l'aspect une réforme versus une révolution du système. On change le système ou est-ce qu'on l'adapte parce qu'il est suffisamment bien? Je pense un point qui était commun entre nous tous, c'était l'aspect basé un petit peu quand même sur un idéal. On a envie d'améliorer les choses, on a envie de prendre en compte le long terme. La dispute, entre guillemets, avait lieu surtout sur la manière de le faire. Le point de vue qu'on a essayé de défendre un petit peu, c'est pourrait se résumer un petit peu dans la phrase « préserver les acquis pour construire le futur », dans le sens changer le système actuel. Le système actuel, il faut reconnaître qu'il a énormément de points intéressants qu'on aimerait garder, qu'on aimerait préserver. Et c'était un petit peu l'extrême dans lequel on tombait. Si on ne les a pas, le chaos à toutes les échelles. Ça ne veut pas, un système autre que le système actuel veut bien entendu pas dire qu'on n'a pas. Mais en fait, on n'en sait rien. On ne sait absolument pas comment les choses peuvent fonctionner autrement que dans notre zone de confort. Donc le point qu'on pourrait dire, c'est sortir de sa zone de confort sur le principe, pourquoi pas, mais c'est quoi la garantie que tout ne s'effondre pas derrière? Ce qui nous amenait un petit peu à défendre plutôt l'aspect réforme que l'aspect révolution, c'est justement aussi un autre aspect qui est le fait d'être un petit peu solide à ce que je vais appeler la vacuité des opinions, le fait qu'on va penser à un moment telle chose est bien, telle chose est moins bien, ou même, en fait, scientifiquement, la preuve ultime qu'on a dans un sens ou dans un autre, les choses évoluent. Et si on a un système qui a une certaine lenteur, certes innée,
Ça posera plein de problèmes, j'ai envie de dire, local, mais ça permet d'avoir une certaine garantie contre des changements dus à des effets de mode, que ce soit juste dans l'opinion publique ou dans des modes scientifiques, dans des modes de la preuve absolue qu'on utilise à telle période de notre époque, c'est ça, et on se rend compte que 20 ans après, on a complètement changé de cadre de vision. Et une fois de plus, je pourrais finir sur les soucis qui sont dus, que vous mettez en avant sur le système actuel, sont bien entendu légitimes, mais énormément, il m'a semblé, sont induits par en fait le fonctionnement, on a dit tribal, le fonctionnement même d'une société humaine, de personnes entre elles. Merci beaucoup. Donc merci pour nos débatteurs. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va vous demander, je vous ai pas dit ça avant pour ne pas vous amorcer, mais ce qu'on va vous demander de faire, c'est de revoter après le débat sur la même feuille, si vous pouvez sur votre premier trait. Donc si je peux avoir une feuille. Ouais, si je peux avoir une feuille. Donc a priori, vous avez mis un trait quelque part sur cette règle, selon vos opinions. Je vais vous demander de remettre un autre trait avec un petit 2 en dessous. Si c'est le même, vous mettez un 2 sous le même truc. Si vous avez bougé, de le mettre ailleurs. De commencer à écrire, à noter les différentes erreurs de logique si vous en avez trouvé chez nos débattants. On va faire une petite pause, le temps que nous on passe, on récupère tout. Et en fait, l'équipe qui gagne, c'est l'équipe qui a déplacé le plus de voix. Donc s'il y a des personnes qui étaient là, qui ont décalé là, on va mesurer avec une règle. On va voir l'écart en centimètres. S'il est positif, c'est que cette équipe a gagné. Et s'il est négatif, c'est que cette équipe a gagné. Parce que le but, encore une fois, c'est de voir qui a réussi à vous faire avoir de la flexibilité mentale. Vous pouvez aller aussi dans un sens d'être encore plus convaincu de votre opinion. On va passer récupérer ça. On va nous aussi essayer d'identifier les erreurs de logique. Si vous voulez boire un coup, prendre une petite pause, et on se retrouve pour le débrief et l'identification des différentes erreurs de logique dans une dizaine de minutes. Et merci encore pour vous. Et on vous parlera aussi de pourquoi on organise des débats comme ça. Pourquoi est-ce qu'on n'invite pas, par exemple, des experts sur le sujet. Merci aussi à la Monade Sagas qui nous assure la captation vidéo pour ce soir. Donc merci à eux aussi. 10 minutes de pause. Donc merci encore pour les personnes qui ont participé au débat. Donc pour les résultats, la première chose, les résultats. L'équipe du pour a gagné. Et elle a déplacé le curseur en moyenne de 0,55 cm, en sachant qu'on a 44% des personnes qui n'ont pas bougé d'un centimètre. Donc avec 64% des gens qui ont bougé, l'opinion du public a été déplacée de 0,55 cm, ce qui n'est pas beaucoup, mais félicitations au pour, dans la direction du pour, donc dans la direction de c'est un système adapté. Donc bravo à eux. Alors non, on commence pas, donc oui, merci. Alors c'est important, on ne mesure pas à partir du zéro, hein, parce que le milieu, c'est... Nous, ce qui nous intéresse, c'est combien on déplace. Par exemple, dans nos anciens débats, on faisait voter oui, non ou sans opinion, et on comptait combien de voix ont été déplacées. Donc si le pour était à 80% et passe à 78, il gagne, et il perd, pardon. C'est pas par rapport, c'est pas comme les élections nationales où à 50% et 1 on gagne. C'est vraiment ce qui nous intéresse, c'est le déplacement de voix plus que les voix. Donc c'est une manière de voir les choses. Peut-être qu'en absolu, j'ai pas checké les résultats, c'est le non qui gagne tout le temps, avant et après. Donc c'est pas ça. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment la flexibilité et combien est-ce qu'on a déplacé de voix plus que c'est quoi l'opinion à la base. Oui. En gros, si la moyenne de départ elle était très largement contre, est-ce que ce déplacement il peut être expliqué juste par le fait que on est un peu moins tranché que les autres? Alors, ça dépend. Il y a plusieurs facteurs pour cette question. Il y a beaucoup de gens qui se posent cette question. Mais souvent, par exemple, s'il y a des raisonneurs motivés dans la salle, on vous présente des preuves, il y a un risque de backfire effect, donc d'être encore plus convaincu et d'aller dans le sens opposé. Même si en ce moment, il y a tout un débat sur l'existence même du backfire effect, mais c'est une discussion théorique qu'on n'a pas le temps dans laquelle on n'a pas le temps de rentrer maintenant. Mais c'est pas tout le temps, selon chaque personne. Si tu entends des arguments
opposé à ce que tu crois que tu vas être en flexibilité. Sinon, on serait presque tous dans la moyenne, etc. Et c'est malheureusement pas le cas. Mais ça peut bien sûr impliquer. Après aussi, ça dépend de la qualité des arguments. C'est-à-dire si les arguments pour étaient vraiment nuls, au contraire, les gens vont être encore plus convaincus du contre. Oui. Pour rebondir sur la question, en fait, effectivement, je comprends ce que tu viens de dire, mais je me demande si au début, on s'est pas tous dit que vraiment c'était pas adapté, donc on est parti de très bas. Et qu'après, c'était presque un peu difficile de. Ben, c'est un peu aussi pour ça qu'on n'a pas dit au début que vous allez revoter. C'était par design qu'on n'a pas dit genre vous allez revoter une deuxième fois pour essayer de minimiser. Mais c'est sûr, et aussi c'est un peu pour ça, merci pour cette question parce que ça me permet de rebondir sur mon prochain point, c'est pour ça qu'on a choisi ce sujet. Parce que intuitivement, on va se dire la démocratie ça marche pas. Et aussi quelque part quand on a pensé à ce sujet, c'est parce qu'on pense que c'est un débat qui va arriver. Il y a un débat qui commence à émerger, comme je vous disais, Sarkozy, quelques jours après, il était en train de faire l'éloge des politiciens des Émirats arabes en disant que les plus grands leaders du monde aujourd'hui sont des leaders qui sont là à vie et que le système démocratique n'est pas capable de faire face aux défis du monde moderne. Et nous, on voulait un peu, de façon préhentive, en tout cas entre nous, commencer à penser à ce sujet pour faire face à cette vague qui va venir. La démocratie va être malmenée. Je ne suis pas alarmiste, je ne dis pas que c'est un risque d'effondrement ou quoi que ce soit, mais c'est un débat qui va arriver dans la sphère publique. Comment est-ce qu'on va faire face aux enjeux écologiques sur 20-30 ans quand on change de système économique? Comment est-ce qu'on va faire face à l'IA, à tout ça? Et donc on voulait vraiment commencer, et c'est un peu le but caché du débat, c'est de se dire que même si intuitivement on a tous envie de tout le temps dire tous pourris, ou que le système n'est pas bon, ou que c'est pas bien la démocratie, quand on se pose et on discute, eh ben c'est pas aussi simple que ça. Et d'où la deuxième chose, donc pourquoi est-ce qu'on organise des débats comme ça? Parce qu'on peut très bien ramener des experts en politique et les faire intervenir à chaque événement. C'est pas très difficile de trouver des experts en tout et n'importe quoi. Mais ce qu'on demande, on demande au public d'intervenir, quitte à ce que le débat soit peut-être moins, un niveau moins bas parce qu'on ne se connaît pas et les gens ne sont pas nécessairement des experts en politique. C'est parce que, en tant que citoyen, on nous demande souvent de voter sur des sujets sur lesquels on n'est pas expert. Et on se forme une opinion, on se doute jamais de cette opinion-là. On se demande pas, est-ce que je m'y connais en nutrition quand je veux avoir une opinion sur les OGM? Est-ce que je m'y connais en immunologie quand je veux avoir une opinion sur les vaccins? Et donc si on ramène des experts, c'est là où aussi on est en train de biaiser, parce qu'il y a l'appel à l'autorité. Et ce qu'on veut faire à Chiasma, il y a déjà assez d'experts qui font des débats sur les plateaux télé un peu partout, c'est de vraiment demander aux personnes lambda, quelque part, c'est très bien les personnes lambda, pour qu'on prenne tous conscience ensemble que des fois on a des opinions et on ne sait pas vraiment pourquoi. Et qu'on devrait peut-être aller un peu plus vers le milieu. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Souvent, on se demande si on ne fait pas des événements spécifiques avec des experts. À une époque, on voulait faire ça sur le revenu de base universel pendant les élections présidentielles. Mais à chaque fois, on revient à cette notion de se dire que c'est bien qu'on prenne tous conscience que le fait de ne pas être d'expert ne nous empêche pas d'avoir une opinion. Et c'est quelque chose qui est assez dangereux, surtout dans un système comme la démocratie où chaque voix a le même poids. Donc si demain on veut voter par exemple sur une loi sur l'écologie, les chercheurs en sciences de l'environnement ont le même poids que moi, qui ne m'y connais pas spécialement. Et donc c'est important que moi je me réfère à eux avant de former mon opinion. Et que j'apprenne cette hygiène, cette forme d'hygiène intellectuelle pour pouvoir mieux aborder ces questionnements. Je ne sais pas si ça répond. Merci. Donc, encore un truc avant que Mariam ne fasse le débrief des erreurs de logique. Juste quelques remarques qui m'ont été données par le public, qui n'ont pas eu le temps de dire cette chose. En général, quand vous voulez débattre d'un sujet, déjà j'espère que vous avez vu quand chacun parle seul, combien c'est différent de quand tout le monde parle en même temps. Et il faut se dire qu'à la télé ou quand on voit des débats, c'est très souvent ou presque quasi exclusivement tout le monde qui parle en même temps, et donc c'est beaucoup moins intelligible. Et surtout, essayez, quand vous voulez débattre d'un sujet, au début, avant de commencer, c'est souvent ça le but des arguments d'ouverture, de définir le sujet. Parce que beaucoup de fois dans le débat était limite dérivé sur pour ou contre la démocratie.
Alors que c'est pas du tout ça. Personne n'était en train d'essayer de... Et si vous aviez défini les prémices, on appelle ça les prémices du débat, il y a plein d'arguments qui auraient pu être évités, comme du genre, quelqu'un a parlé de fascisme ou des choses comme ça, alors qu'on peut imaginer que dans un système démocratique, on pourrait avoir des leviers pour du long terme, pour du court terme, etc. Donc tout le temps définir ce sur quoi on parle. Et un autre conseil que je peux vous donner, si vous avez l'occasion de refaire des débats aussi chez vous, vous voulez faire des débats de ce format, essayez un argument, c'est supposé étayer une hypothèse, et c'est supposé être illustré par des exemples, et souvent il y avait plein d'arguments qui n'étaient pas illustrés par des exemples. C'est pas une erreur de logique, c'est juste une façon qui est moins bonne de présenter des arguments. Et je vous laisse avec Mariam pour le débrief, que personne ne le prenne mal, le but c'est qu'on apprenne. Donc si vous avez fait des biais ou des erreurs de logique, on en fait tous. Mariam. Il y en a quelques-uns seulement. Alors, je vais juste amorcer, puisque certains d'entre vous ont repéré des erreurs de raisonnement. Donc, avant de laisser la parole aux personnes qui ont détecté des erreurs de raisonnement, je vais juste donner un exemple pour commencer, et que personne ne le prenne mal. Mais par exemple, quelqu'un a dit à un moment donné, voilà, si vous voulez... si on veut qu'il n'y ait plus de lobbying, il faut lobotomiser les gens, enlever une partie de leur cerveau, etc. Et donc, par exemple, ça, c'est un type d'argument qui est l'appel au ridicule. Donc, présenter l'argument d'une manière tellement ridicule et absurde, en fait, que ça fait adhérer la personne à l'opinion de la personne. Je ne sais pas si vous l'avez détecté ou vous l'avez entendu tout à l'heure. Donc l'idée, c'est vraiment de voir, est-ce qu'il y a des arguments qu'on peut prendre et on peut dire, là, il y a eu une erreur de logique ou une erreur de raisonnement. Donc je tourne avec les micros. Est-ce que quelqu'un a détecté des erreurs de logique et vous voulez nous faire part? Il y a une personne ici qui a détecté... Ouais. Oui, j'ai détecté 3 erreurs en particulier. La première était la ridiculisation pour commencer un argument. Par exemple, ridiculiser la manière que Trump parle ou dit les choses. Mais ça, ce n'est pas relevant pour le débat en particulier. Donc ça, c'est une forme de chiffon rouge. On appelle ça une technique de chiffon rouge quand on détourne l'attention sur autre chose pour ne pas parler du sujet. Le deuxième était des appels to the collective, et à dire comment on sait tous, comment on sait que c'est comme ça. Et c'est comme une sorte d'appel à l'autorité collective, comme tout le monde le sait, etc. Donc, un peu rendre la chose un peu évidente, mais par autorité. Et le troisième était aller à la position contraire, de les donner l'extrême immédiatement. On dit, on part de la duration de la période, et sinon c'est l'anarchie. Mais on ne part pas de l'anarchie, on part de changer la duration à 6 ou 4 ans, pas que s'il n'y a pas de duration, il y a de l'anarchie. C'est d'exagérer complètement la posture contraire pour le détruire. Et donc ça, c'est comme une sorte d'homme de paille, c'est-à-dire on prend un argument, on va le déformer un peu pour lui donner une teinte un peu plus extrême, et donc ça devient plus facile à casser, et donc ça peut être une homme de paille, et ça peut être aussi une pensée binaire, c'est-à-dire si on n'a pas un système démocratique, on a forcément le fascisme ou l'anarchie. Et donc l'idée, c'est de se dire que les deux c'est soit l'un, soit l'autre, et donc de ne pas avoir de nuances dans les pensées. Donc dans le pamphlet ici, il y a un autre exemple de l'homme de paille qu'on donne, c'est par exemple, on devrait limiter le nombre de vols par jour pour réduire la pollution. La personne va dire, ah, donc vous pensez qu'empêcher les gens de voyager en Europe réglera le problème de la pollution? Donc on prend un argument et on lui donne une forme tellement plus poussée et ridicule qu'il devient beaucoup plus attaquable. D'ailleurs, il y a eu beaucoup d'hommes de paille. À un moment, une personne de cette équipe-là l'a mentionné. Quand vous dites à quelqu'un, c'est pas ce que je suis en train de dire, c'est automatiquement un homme de paille. Quand vous êtes en train de débattre avec quelqu'un et une personne dit à l'autre « Non, mais c'est pas ce que j'ai dit », en gros, l'autre personne a de fortes chances d'être en train de déformer. Et déformer, c'est pas nécessairement intentionnellement, ça peut être qu'elle a mal compris. Mais ça reste un homme de paille. Quand je suis en train de déformer pour après réattaquer une version caricaturale de l'argument. Et pour revenir à ce que disait Albert tout à l'heure, c'est pas genre un biais ou une erreur de raisonnement. Des fois, il y a plein de choses qui se mêlent ensemble. Et donc, pour revenir sur l'exemple de si on n'a pas une démocratie, c'est l'anarchie ou le fascisme, c'est aussi une sorte d'appel à l'émotion pour utiliser des sortes des alternatives qui font peur, quoi. C'est l'anarchie ou le fascisme. Et donc, l'appel à l'émotion peut aussi être une erreur de raisonnement où on donne quelque chose qui rend les personnes plus alertes. Est-ce que quelqu'un a d'autres erreurs de raisonnement qu'ils ont détectées ou... Oui. Oui. Voilà.
Oui, il y a des mots un petit peu pas super limpides qui ont été utilisés, du genre granularité fine, démocratie liquide, jugement majoritaire. Ils ont été utilisés sans être définis. Du coup, ça peut être utilisé comme argument d'autorité. Les gens ne vont pas oser répondre dessus parce qu'ils ne savent pas de quoi on parle. Oui, Tout à fait. Des fois, utiliser un langage un peu plus complexe peut être une erreur de logique et des fois pas. D'où l'importance aussi des fois de ne pas débattre des sujets qu'on ne comprend pas très bien. Parce que ce sujet aussi, c'est quelque chose, on va pas se voiler la face, c'est un sujet assez pointu. Il faut comprendre que, parce que je me suis un peu approfondi, j'ai un peu exploré la question avant de venir et apparemment, par exemple, je ne comprends pas du tout et je ne maîtrise pas très bien, donc prenez ce que je dis un peu avec un grain de sel, mais il y a apparemment des institutions dans le système démocratique qui permet d'avoir une vision long-termiste, même si les mandats changent, donc il y a des accords qui sont signés et sur lesquels on ne peut pas revenir, même si on change de gouvernement, et donc dans la gouvernance, il y a des choses qu'on ne connaît pas, nous, mais ça ne nous empêche pas d'avoir une opinion. Et c'est pour ça que c'est important de douter, de s'assurer est-ce que j'ai tous les éléments avant de décider si je suis pour ou contre quelque chose. Ou par exemple, moi, si je ne connais pas la démocratie liquide, ça peut être un biais, ou ça peut être moi qui ne suis pas assez expert pour appréhender ce sujet. Et du coup, peut-être qu'il faudrait mieux que je me réserve. Essayez tout le temps, on essaye souvent d'avoir cette habitude d'attribuer des scores à nos pensées. Par exemple, je suis pour à 48%, parce que je ne suis pas très très bon. Je pense que le réchauffement climatique est un problème à 92%, parce que je m'y connais assez bien, mais sur le Bitcoin, par exemple, il y a eu il y a quelques mois une sorte de folie où tout le monde voulait acheter des Bitcoins. Mon opinion sur le Bitcoin était à 12 ou 13%, donc je ne vais pas aller investir dedans parce que je ne le comprends pas très bien. Donc effectivement, ça peut être une erreur de logique selon la situation et le cadre. Il y a aussi une phrase qui a été dite, peut-être que je l'ai mal comprise, mais qui disait le long terme pourrait appeler le long terme appelle le long terme, ou quelque chose comme ça. Peut-être que c'est pas moi c'est moi qui n'ai pas bien compris, mais aussi c'est une forme d'utiliser des phrases qui... Alors ça, c'est un raisonnement circulaire. C'est Captain Obvious. En relisant un peu votre fascicule, je suis retombé un peu sur, je pense, un énorme appel à la tradition que j'ai fait quand j'ai fait une magnifique déclaration, préserver les acquis pour construire le futur. Je pense, dans cette phrase, je remets absolument pas en question ou en cause les acquis. Je les présente comme étant de fait bénéfiques, mais je ne dis pas, par exemple, qu'il y a certains privilèges qui sont absolument injustes, que si on prenait le temps d'y réfléchir, on pourrait au moins se dire que tout ne vont pas nécessairement de fait, que la richesse qu'on a n'est pas nécessairement légitime ou justifiée, que l'ordre... En fait, je remets en cause rien du tout, et je me contente de dire on va essayer de garder ce qu'on a. Ce qui n'est pas... Enfin, ce qui est juste une position de confort en interdisant en fait de remettre en question les acquis qu'on peut avoir. Alors déjà, on veut vous remercier et limite vous applaudir pour avoir détecté votre propre biais. Merci. Et deux, effectivement, l'appel à la tradition, c'est quelque chose qui est très pernicieux, qu'on entend souvent. On a toujours fait comme ça, donc il faut qu'on continue à faire comme ça. Ça a toujours marché. Depuis nos ancêtres, on fait ça. Les remèdes de grand-mère, etc. Tout ça, c'est des appels à la tradition. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont détecté des biais? Si les biais vous intéressent, et c'est quelque chose qui vous intéresse, on a nos amis qui ont créé un jeu de société qui s'appelle Argumentum. C'est ça, Argumentum. Je ne sais pas si vous avez... Il y a normalement une copie pour nous, non? Là, avec vous. Donc, on va aller chercher notre copie et vous la montrer. Donc, c'est super parce que c'est un jeu qui permet de, justement, déjà beaucoup mieux comprendre les erreurs de logique, les erreurs de raisonnement et certains biais. Et vous allez voir, Albert peut te donner quelques exemples. Ou bien, Thomas, est-ce que tu veux expliquer un peu comment ça marche Donc, c'est des cartes avec des différentes erreurs de logique. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu... comment s'appelait le jeu? Dixit. Ok, alors il va expliquer. Mais c'est un jeu super cool. On a été proche un peu de loin à quelques essais et quelques tests. Et c'est vraiment super sympa. Donc, on continue à avoir besoin de bêta-testeurs. Donc l'idée c'est moins axé sur les biais que sur justement les arguments fallacieux, ce qui était le sujet finalement d'une précédente, je crois, intervention de Kiasma.
Là, l'idée, c'est vraiment quelles sont les manières d'avoir un discours qui paraît être correct, mais qui ne l'est pas. Il est faux. Alors, attention, fallacieux ne voulant pas forcément dire malicieux. C'est pas forcément à dessein qu'on merde son raisonnement. Ça peut être juste parce qu'on ne réfléchit pas bien. Bon, pour vous donner une idée, là, on a un petit peu trié parmi les 84 cartes qui sont extraits d'un arbre d'une plus d'un millier de types de fallacies différentes. Tout ça de cartes sur ce qu'on a fait dans le débat là. Beaucoup. Les questions de contraste perdu, par exemple, justement, l'indéfinissabilité de ces termes, les questions de... alors, l'effet cigogne, ah oui, quand on attribue des causes, une cause commune à des événements qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, mais qui, voilà, et donc quand il y a beaucoup de cigognes, il y a beaucoup de naissances, donc les cigognes apportent les bébés. Voilà, c'est un fait. Les définitions incorrectes. Ergo propter hoc. Voilà. Exactement. Les arguments circulaires, on en a parlé. Bon, je vais peut-être pas tous les faire. L'exigence relâchée, donc avec justement alors ça, l'exigence relâchée, par exemple, c'était la première salve dans ma gueule. C'était oui, vous dites ça, mais vous ne le démontrez pas. Vous dites ça, mais vous ne le démontrez pas. Vous avez cet argument, mais vous ne le démontrez pas. Alors que moi, j'ai plein d'exemples, mais je vais pas les dire quand même. Bon, alors tu me reproches de pas exemplifier mon propos, mais tu n'exemplifies pas le tien non plus, bravo. On va pas refaire le débat. Non, mais c'est ça dans cette mécanique-là. L'atomisation du continuum, etc., etc. Bref, il y a plein de cartes. Comment ça se joue? Ça se joue un peu comme ça, en fait. L'idée, c'est qu'on a aussi des cartes de scénario avec des circonstances de débat, d'argumentation, des situations d'argumentation, alors qui sont très variées, qui vont du plus trivial au plus épique, voire mythologique. On peut être Caïn qui essaye de sortir de sa situation un peu délicate avec Dieu, par exemple, ou on peut être l'enfant qui explique que c'est pas sa faute s'il a jeté l'autre enfant dans l'escalier. Enfin, donc on essaye et systématiquement, c'est des situations d'argumentation où on est dans une sale situation, et le but en fait c'est pas d'arriver à convaincre, c'est de placer son argument sans qu'il soit trop immédiatement reconnu, ou alors qu'il soit reconnu par un nombre restreint de personnes et pas par tout le monde. Donc bon, je vais pas vous faire le détail du jeu, on va pas jouer maintenant, donc voilà. Mais tout ça pour dire que si ce genre de choses vous intéresse, eh ben, on peut essayer de prendre contact. Donc on peut laisser notre email, etc. On a besoin de bêta-testeurs, on a besoin de gens avec qui tester le jeu, c'est un prototype, et donc il faut le faire vivre maintenant. Merci beaucoup. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous ont des choses à dire, des questions, des remarques à nous faire pour les prochains événements. On est tout le temps preneur de feedback. Vous pouvez, si vous ne voulez pas nous le dire juste en face, vous pouvez nous écrire. On apprécie. Sinon, merci d'être là. Merci pour le jeu est vraiment cool. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est pas dès que vous détectez une erreur de logique ou un biais, c'est que le point défendu est faux. Il y a quelque chose qui s'appelle la fallacy, l'erreur de logique de l'erreur de logique. C'est que des fois, on a des causes, comme ce que Nietzsche disait, des causes qui sont justes, mais qu'on défend avec des arguments qui sont faux. Ça ne veut pas dire que la cause devient soudainement fausse. Et j'ai une peur peut-être personnelle, probablement partagée par mes amis de Chiasma, que si on apprend aux gens des erreurs de logique, que des discussions virent à une accusation d'erreur de logique en erreur de logique. Non, ce que toi tu fais, c'est une erreur d'homme de paille. Non, toi tu as fait une pensée binaire. C'est pas du tout comme ça que ça doit être utilisé. C'est vraiment essayer d'utiliser, si vous apprenez aussi, ça vous intéresse, essayez d'utiliser ces choses contre vous-même. C'est vraiment le but, c'est d'utiliser contre soi, pas contre les autres. Schopenhauer a écrit un livre qui reprend les 33 ou 36 stratégies d'argumentation. Il a appelé ça l'art d'avoir toujours raison. C'est un positionnement plutôt offensif, c'est ce qu'on parlait avec Nour tout à l'heure. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'utiliser ça comme un positionnement plutôt défensif pour soi-même. Et pas du tout pour avoir toujours raison, mais plutôt pour réaliser quand est-ce qu'on a tort. Putain, c'est bien ça. Merci beaucoup. Et à la prochaine, j'espère.